Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition de C'est pas possible. C'est pas possible. Pose une question simple, comment favoriser la performance collective au sein d'une organisation? Comme vous pouvez le voir derrière moi, nous sommes aujourd'hui à l'INSEP. Qu'est-ce que l'INSEP? L'INSEP, c'est l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. L'INSEP, c'est un écrin fantastique, c'est un accélérateur de particules. La plupart des grandes championnes et des grands champions français de ces dernières décennies sont passés par l'INSEP. Allons-nous vous parler des liens entre le sport et l'entreprise? Oui, mais pas que. La terminologie sportive, la métaphore sportive sont utilisées depuis très longtemps. Alors, est-ce qu'on va aller plus loin aujourd'hui? Non, on va être plus précis et nous allons répondre à cette question du comment favoriser la performance collective en faisant un zoom sur 5 points. Le premier point concerne le pourquoi. Pourquoi a-t-on envie d'écrire une histoire ensemble? Pourquoi a-t-on envie de nourrir une ambition ensemble? Le deuxième point concerne les rôles et les responsabilités. Comment, au sein d'un collectif, peut-on distribuer de manière intelligente les rôles et les responsabilités? Le troisième point concerne les valeurs. Quelles valeurs allons-nous partager? Et en particulier, comment ferons-nous pour être solidaires? Comment ferons-nous pour incarner cette solidarité dans chaque acte au quotidien? Le quatrième point, qui répond un peu au premier, qui nous parlait du pourquoi, ici on va parler du comment. Comment allons-nous écrire l'histoire ensemble? Comment allons-nous nourrir la relation? Comment allons-nous enrichir, renforcer les liens au sein du collectif? Et le cinquième et dernier point, qui est plus individuel celui-là, mais qui aura des vertus aussi sur le collectif, concerne le soi par rapport à soi. Comment je peux au quotidien être dans une démarche d'amélioration permanente? Comment je peux réapprendre à apprendre? Pour nous accompagner aujourd'hui, nous accueillons une championne, et j'ai envie de dire une championne dans la vie. C'est un grand privilège de vous présenter Astrid Guyard. Astrid, bonjour. Bonjour. Et tout simplement merci. C'est un privilège que tu nous accordes. Donc on va rentrer, comme tu l'as souhaité, tout de suite dans le vif du sujet. Donc quand on a préparé cette interview, on a évoqué un certain nombre de thèmes qui constituent des leviers de performance pour toi, aussi bien dans ta carrière d'athlète que dans ta carrière de manager en entreprise. On a identifié, tu as souhaité aborder chronologiquement 5 thèmes. Par lequel souhaiterais-tu commencer cette discussion? Le premier thème, on va dire qu'il est chronologique, il est naturel dans une progression de projet. C'est la motivation, très clairement le pourquoi on fait les choses, le pourquoi on est là. Avant de se lancer dans un grand projet, dans un challenge, dans une saison sportive, de se projeter en se disant dans 4 ans je veux être championne olympique, on travaille la raison, les motivations qui nous poussent à agir, qui nous poussent dans l'action. Et ça c'est vraiment une étape qui est indispensable, qui est le prémisse de tout et qu'il faut vraiment co-construire avec son équipe, co-construire avec son entraîneur et de manière à s'impliquer, à incarner et à s'engager dans cet objectif qui sera fixé collectivement, partagé collectivement et on s'assurera du coup que cet objectif il reste commun tout au long du chemin. Et c'est une étape qui prend du temps? C'est une étape qui ne prend pas forcément du temps. En fait, plus elle est courte, mieux c'est, j'ai envie de dire, parce que ça veut dire qu'elle est évidente. Ça veut dire que les raisons qui vous poussent à agir, elles font sens, elles vous poussent à vous lever le matin sans que vous ayez à vous poser la question de pourquoi vous faites les choses. Et c'est vrai que quand on ressent ça, on a la garantie qu'on est sur la bonne voie. Et comment fait-on lorsqu'on rencontre, ça peut arriver, une personnalité, non pas qu'elle soit réticente, mais qu'elle puisse être réservée par exemple, qu'elle ait moins de facilité à exprimer sa vision, son rêve, son objectif? Comment fait-on pour intégrer cette personne et l'aligner dans cette vision? En fait, il faut vraiment lui poser la question de ce qu'elle souhaite faire, quelles sont ses motivations, repartir peut-être de ses points forts, de ses points naturels, ce qu'elle arrive à faire le plus naturellement possible pour justement se dire ok, comment cette personne, cette individualité, elle va pouvoir être complémentaire, elle va pouvoir apporter sa brique à l'édifice pour justement venir s'impliquer dans ce projet collectif. Et puis déjà, la première question, c'est est-ce que tu as envie d'en être ou pas? Est-ce que ça te motive? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que tu as envie de t'engager, de libérer ton énergie au service de ce projet? Donc ça part aussi d'un projet d'intention
Se dire j'ai l'intention de contribuer parce que ça a du sens, parce que ça me plaît. Et puis j'y trouve un bénéfice personnel, professionnel, peu importe les raisons, mais j'y trouve un bénéfice et donc j'ai envie d'adhérer, j'ai envie d'en être. Donc tu as souhaité placer ce levier, cette étape chronologiquement comme la première. Est-ce à dire qu'elle est absolument indispensable quand on a une ambition élevée, que ce soit en entreprise ou dans le sport de haut niveau? Pour moi, c'est indispensable. À partir du moment où on ne sait pas pourquoi on fait les choses, on ne sait pas pourquoi on est là, tout le reste du chemin va être compliqué. Ça veut dire qu'on va devoir toujours aller chercher de l'énergie ailleurs, on va devoir l'épuiser dans ses réserves, ou alors il va y avoir un coach, un manager qui va devoir tirer toute son équipe à lui en permanence. Alors que quand l'énergie, elle vient directement de la base, des acteurs, là c'est naturel, c'est une évidence. Et puis au contraire, les réserves, elles s'auto-alimentent, elles se remplissent par l'énergie collective. Donc oui, pour moi, c'est le step 0. Très clairement, on ne peut pas devenir par exemple championne olympique si ça ne vient pas de soi. Si mon entraîneur en début d'année il me dit Tokyo 2020, moi je te vois championne olympique, mais que moi ça ne résonne pas, je ne le ressens pas, je ne sais pas me l'approprier et l'incarner, cet objectif il n'est pas partagé, il n'est pas commun et j'ai très peu de chances de le réaliser. Donc beaucoup de mots-clés dans ce que tu viens de dire en termes d'appropriation, d'incarnation, de partage. Je pense qu'on va retrouver ces mots-clés dans quelques instants. Donc on va passer au deuxième point que tu as souhaité évoquer qui concerne les rôles et les responsabilités. Alors, une fois qu'on a fixé l'objectif en commun, que chacun est clair sur ses motivations, maintenant il faut passer à l'implémentation du plan d'action. Donc qui dit plan d'action dit action, et à ce moment-là, qui porte l'action? Qui en est responsable? Qui doit être consulté? Qui doit être informé? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les rôles et responsabilités. Ce qui est sûr, c'est que chacun doit avoir une feuille de route ultra claire, et surtout que cette feuille de route, elle soit partagée. C'est-à-dire que même l'écosystème comprenne quel est le rôle de chacun. Donc la première question, c'est est-ce que je suis au clair sur ce qu'on attend de moi? Est-ce que j'ai compris ce qu'on attendait de moi, mon positionnement, quelles allaient être mes missions? Et puis côté manager, côté coach, c'est de se dire est-ce que j'ai bien mis en adéquation les missions avec les compétences, c'est-à-dire est-ce que je suis bien au bon niveau de mission par rapport au savoir-faire de mon collaborateur, à l'expérience de mon athlète. Et puis c'est de mettre tout ça en musique et surtout de le clarifier, de le faire savoir, de communiquer dessus. Moi très clairement, j'ai on va dire une personnalité plutôt offensive, plutôt d'attaquante. Quand je monte sur la piste par équipe, ma mission elle est claire, ma mission c'est de mettre des touches, c'est d'en rattraper si besoin, mais c'est d'aller mettre des points. Je sais ce qu'on attend de moi, mes coéquipières savent ce qu'elles peuvent attendre de moi et à partir du moment où c'est partagé, chacun va apporter sa complémentarité par rapport à une équipe. Et c'est ça qui est important, surtout que c'est basé sur la compétence. Du coup, on est vraiment sur, qu'est-ce que moi, en tant qu'individu, je peux apporter de différent par rapport aux autres, comment je peux les compléter. Et donc on est aussi sur ce système de dire, moi en tant que singularité, comment je peux m'insérer dans une performance collective. Donc qu'est-ce qui favorise la performance collective? On a vu les deux premiers thèmes, on va rentrer dans un thème entre guillemets un peu plus humain, les deux autres elles étaient tout autant, mais ce sont les valeurs. Quelles sont les valeurs qui sont particulièrement importantes pour toi? Et je reprendrai un de tes termes qui revient souvent dans ton discours, c'est l'incarnation, pour réussir ça. Alors, on parle ici de performance collective. Donc quand on est dans un collectif, alors bien sûr on est une individualité au service de ce collectif. Ce collectif est au service d'un projet. Pour moi, une des valeurs essentielles, c'est de travailler l'esprit de solidarité. Je ne suis pas que sur ma performance individuelle. Une de mes missions, c'est aussi d'aider mes partenaires, d'aider mes coéquipières, mes collaborateurs à réaliser leur propre performance. Dans ce cas-là, on est aussi sur une idée qu'il faut parfois s'oublier pour l'autre, pour l'aider lui-même à accomplir sa mission, à tenir ses objectifs. Alors bien sûr, en premier lieu, je tiens ma performance, c'est déjà on va dire le step 1, mais ensuite je dois aussi favoriser le fait que mes coéquipières assurent leur rang, leur mission, leur rôle. Par exemple, par équipe, match en 45 touches, en soi, moi j'ai 3 fois 5 touches à faire. Donc imaginons j'ai mis mes 15 touches et à la fin l'équipe a perdu. Très clairement on peut se dire j'ai rempli mon rôle, j'ai rempli ma fonction, j'ai gagné mes matchs. Sauf que non, parce qu'à la fin l'équipe, le collectif a perdu. Donc c'est se dire comment j'aurais pu faire quelque part, soit pour que mes coéquipières soient plus à l'aise pour tenir leur rôle, mettre leur touche, soit comment moi j'aurais pu, on va dire, rattraper cet écart et en faire plus au service du collectif. D'accord. Et à partir du moment où on se dit ok, on est tous ensemble et on a une co-responsabilité autant dans la victoire que dans un échec, à ce moment-là, il y a une solidarité naturelle qui va se mettre en place. Moi, j'ai déjà eu des expériences où par équipe, on était toutes, on va dire, en classement
On avait tout un classement inférieur à ceux de nos adversaires, et pourtant à la fin on a gagné. Pas parce qu'on était meilleur sur chacun des matchs, on va dire, mais parce que l'état d'esprit qu'on a mis en œuvre, même dans la difficulté, même quand on avait des touches de retard, dans la communication qu'on avait entre nous, entre les matchs, on a su finalement sublimer la performance collective. Je pense que ton discours va trouver un écho chez ceux qui nous écoutent et c'est extrêmement séduisant et attractif. Dans ta carrière de sportive, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un ne joue pas le jeu ? Quand quelqu'un est tenté de jouer entre guillemets un peu sa carte personnelle ? Alors en fait, c'est là aussi où il y a le rôle des anciens, le rôle des managers, le rôle des coachs. C'est de se dire, voilà, dans une équipe de France, dans un collectif, une équipe, il y a des valeurs. Donc à un moment donné, ces valeurs, c'est pas que des mots, c'est des comportements, c'est des pratiques. Et donc il faut soit des plus anciens qui recadrent dans un collectif, soit effectivement le manager qui est en capacité de dire ce comportement-là, il n'est pas forcément acceptable, ou en tout cas, dans mon équipe, c'est pas comme ça que je souhaite travailler. D'accord. Et donc on va être vraiment sur un système de valeurs qui est partagé pour pouvoir unifier les comportements et les pratiques. Faisons un petit focus sur cette notion de singularité. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? En quoi c'est vertueux ? Alors, singularité veut dire je suis un individu, une individualité. J'ai donc mes points forts, j'ai mes points faibles, et c'est qu'est-ce qu'on fait de mon individualité ? Comment est-ce qu'elle peut être mise au service d'un projet plus grand que moi, d'un projet plus large, d'un projet commun ? Je crois beaucoup aux points forts, aux points différenciants, c'est-à-dire que j'aime bien, moi, l'idée que les gens soient singuliers, soient différents, parce qu'avec ces différences, on va pouvoir, on va dire, en faire une force, quelque chose qui va différencier le projet par rapport à un autre, se différencier, se démarquer par rapport à la concurrence. Et plutôt que d'avoir tout le monde dans le même moule, en fait, moi je trouve ça très intéressant d'avoir des gens qui sont très différents, très éclectiques, et d'aller chercher justement le point fort, le point différenciant de chacun. Donc moi je vais plutôt avoir une stratégie des points forts, de se dire si à un moment donné on doit faire la différence, si à un moment donné on doit exceller, ce sera sur les points forts naturels de l'individu. Par contre, les points faibles ont un autre avantage, parce que quand on connaît ces points faibles, quand on sait qu'on en a, on accepte quelque part d'être complété. Et dans un état d'esprit de travail en équipe, c'est très important de savoir qu'on doit être complété, parce qu'on a aussi des points faibles qu'on pourra toujours normer, mais qui ne seront jamais un point fort. Et donc là, on est en train, quand on a dit ça, de bâtir une certaine complémentarité au sein de son équipe. Quand on écoute ton discours en filigrane, on sent que la réussite de l'équation repose sur l'importance de créer un grand climat de confiance entre les gens. Un grand climat de confiance, un climat de bienveillance, un climat de respect. Si on a ces trois critères-là, je pense on a l'embryon de ce que peut être une équipe. Mais ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas parce qu'à un moment donné, je vais faire un discours, je vais donner ces mots-là à mes collaborateurs ou à mes équipières. C'est quelque chose qui se construit avec le temps. C'est quelque chose qui va se construire parce qu'on crée du lien, on travaille la relation à l'autre. Donc on passe du temps ensemble, on crée des moments privilégiés. Et puis on va apprendre à mieux se connaître, à se faire confiance, dans ses bons côtés comme dans ses mauvais côtés. Mais les mauvais côtés, on arrive à les comprendre et du coup, on arrive aussi à les pallier, on arrive à mieux communiquer. Et je pense que c'est ça aussi l'atout d'une équipe qui est forte. C'est pas juste une somme d'individualité. C'est, on va dire, une entité qui a sa propre personnalité, qui est faite de relations nouées, de complicité. Et voilà, c'est toute cette mise en musique qui prend du temps, mais quand elle prend, la musique est belle. Et qui contribue à créer l'histoire, hein. C'est ça que tu nous disais en préambule. Hein. Ouais, tout à fait. C'est le fait de construire une histoire commune, de la partager, et c'est ça le socle finalement, qui fait qu'à la fin, là où tu disais que certaines personnes vont être amenées à dériver par rapport à ces valeurs et ces comportements, et on s'assure par ces moments de rencontre, ces moments privilégiés, par des fois des moments, des lieux aussi, des lieux symboliques où les gens vont décompresser. Je sais qu'à la patrouille de France, de l'armée de l'air, ils ont le bar de l'escadrille. Voilà, c'est ce lieu qui leur permet aussi de créer des liens forts entre eux et puis de se faire confiance quand après ils sont en l'air. Bon, après ces 4 premiers points, Astrid, on va terminer par un 5e point et je pense qu'il va faire écho chez beaucoup d'entre nous. Tu as parlé de réapprendre à apprendre. Donc là, on touche vraiment au disque dur, je dirais, de l'individu. Comment réapprendre à apprendre et à quoi ça sert en fait ? Ouais, alors là, on est sur une notion de performance durable. C'est-à-dire, ok, j'ai réussi à un instant T, comment je vais faire en sorte de pouvoir réitérer cette performance ?
Et c'est vrai que là, c'est important, je m'en suis aperçue tout au long de ma carrière, de se remettre en cause vis-à-vis de ses pratiques, de ses comportements, et puis même aussi ne pas hésiter à partager ses erreurs, à communiquer dessus, déjà pour faire en sorte de ne plus les refaire, et puis parce que quelque part, si on l'a fait, les autres ne sont pas à l'abri de la faire aussi. Donc c'est vraiment être dans un état d'esprit où l'apprentissage est la condition sine qua non au fait de progresser, de s'améliorer chaque jour. Quand on est athlète, là, quand on est ici à l'INSEP, toutes les personnes qui passent la porte de ce lieu ont vraiment cette culture de se dire il faut que demain je sois déjà meilleur qu'aujourd'hui. Et on est toujours dans une démarche de développement personnel, de progression, avec, on va dire, cette phrase clé qui est de toujours faire de son mieux, quoi. Parfait. Pour conclure, puisque l'actualité nous y invite avec un grand sourire, puisque la France vient d'obtenir l'organisation des JO pour 2024, et je sais que tu as eu une part très active. Qu'est-ce que tu peux nous dire finalement sur ce succès d'équipe, si on peut l'appeler ainsi, ce succès d'équipe? Qu'est-ce qui fait que la France a gagné? La France a gagné parce que le projet était bon. C'était le bon projet avec la bonne ville, avec la bonne vision au bon moment, mais surtout avec une équipe, on en a parlé, sans faille. Sans faille en termes de cohésion, en termes de solidarité, que ce soit les athlètes entre nous, que ce soit le comité de candidature et que ce soit les élus. À aucun moment finalement on a laissé de l'espace par rapport aux villes concurrentes pour pouvoir, on va dire, faire la différence. Donc ça a vraiment été Paris 2024, cette candidature, un bloc qui a avancé, orchestré par un leader, très clairement, parce qu'un projet de cette complexité et de cette envergure, si on n'a pas un leader fort, effectivement, ça peut partir un peu dans tous les sens. Or là, ça a fait bloc parce qu'on avait aussi un leadership fort de Tony Estanguet. Parfait, merci Astrid. Donc je sais que tu continues à mener de front une carrière d'athlète de haut niveau et une carrière de manager en entreprise. Quels sont tes prochains rendez-vous sportifs ou tes prochains objectifs? Alors ils sont en train d'être clarifiés. Très clairement, je pensais arrêter ma carrière après Rio 2016, mais mon ventre semble me dire que ça pourrait pousser jusque 2020. Bon, écoute, on est de tout cœur avec toi. Et encore un grand merci, ça a été un grand privilège. Merci à toi.